Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h, édition que nous ouvrons avec ces messages de condoléances adressés par le chef de l'État au président Blaise Compaoré du Burkina Faso, à Abdelaziz Bouteflika de l'Algérie, à François Hollande de la France, suite à l'accident du vol d'Air Algérie. Les messages sont ainsi libellés. Au président Blaise Compaoré, le chef de l'État écrit ce qui suit. Monsieur le Président et chers frères, la nouvelle du tragique accident du vol d'Air Algérie qui a décollé de l'aéroport de Ouagadougou dans la nuit du 23 au 24 juillet 2014 avec à son bord 118 passagers, dont 24 Burkinabés, a frappé tout le peuple togolais d'un grand émoi et d'une immense tristesse. Face à cette terrible épreuve que traverse le peuple frère du Burkina, je tiens au nom de l'ensemble des Togolais et à mon nom personnel à vous présenter mes très vives et sincères condoléances et à vous faire part de tout notre soutien ainsi que notre compassion. Je vous prie tout particulièrement de bien vouloir transmettre aux familles des victimes le message de fraternité et de solidarité de l'ensemble de la nation togolaise, au fort des liens séculaires d'amitié et d'estime réciproque qui unissent depuis toujours nos deux nations. Le peuple togolais partage le deuil et la douleur du peuple frère du Burkina, ainsi que le chagrin des familles éplorées. En vous réitérant ma profonde solidarité en ces heures de profonde tristesse, je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, à ma sympathie attristée et en l'assurance de ma très haute considération. C'est signé Fort Essozman Nyasingbe, président de la République togolaise. À son homologue Abdelaziz Bouteflika, le chef de l'État écrit ce qui suit. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une vive émotion, une profonde consternation, la nouvelle du drame qui endeuille tout le peuple algérien suite au terrible accident du vol affrété par Air Algérie qui s'est écrasé dans la nuit du 23 au 24 juillet 2014 à la frontière entre le Burkina et le Mali, ne laissant aucun survivant. Je voudrais, en ces circonstances douloureuses, vous présenter au nom du peuple togolais et à mon nom personnel mes vives et sincères condoléances à vous-même et à travers vous au peuple algérien ainsi qu'aux familles des victimes. Face aux nombreuses pertes en vies humaines que ce drame a coûté au peuple frère algérien, je voudrais vous assurer du sentiment de solidarité et de profonde compassion qui anime en ces heures de tristesse l'ensemble des Togolais. En vous renouvelant mes vives condoléances, je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, à ma sympathie attristée et en l'assurance de ma très haute considération. C'est signé Fort Essozman Nyasingbe, président de la République togolaise. Au président français François Hollande, le président de la République Fort Nyasingbe écrit ce qui suit. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde tristesse et une vive consternation que j'ai appris la nouvelle du décès tragique des 118 passagers du vol d'Air Algérie qui s'est écrasé dans le nord Mali dans la nuit du 23 au 24 juillet 2014, ne laissant aucun survivant. Face à cette terrible épreuve qui a coûté la vie à 51 ressortissants français, je tiens au nom du peuple togolais et à mon nom personnel à vous adresser à vous-même et au peuple français mes très vives et chaleureuses, mes très vives et sincères condoléances ainsi que ma compassion. Je tiens également, en ces circonstances douloureuses, à vous exprimer notre profonde solidarité et vous prie par la même occasion de transmettre aux familles françaises endeuillées et à leurs proches notre soutien et notre sympathie attristée. En vous réitérant l'amitié et la solidarité du peuple togolais, je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, à l'assurance de ma très haute considération. C'est signé Fort Essozman Nyasingbe, président de la République togolaise.
L'épave du vol d'Air Algérie a été retrouvée au Mali. L'avion est complètement pulvérisé, les débris dispersés, ce qui dénote de la violence du choc. Les 118 passagers sont morts. Le président français François Hollande a décidé de l'ouverture d'une enquête judiciaire. L'hypothèse la plus évoquée est celle liée au climat. Vue du ciel, on distingue une immense tache noire qui contraste avec le sable brun de cette région désertique. Ici se devine l'endroit de l'impact. Le sol est creusé, un cratère calciné à la surface. Et tout autour, ce champ de débris, broyés, disséminés comme des graines dans la végétation. Au sol, il n'y a même pas un signe d'Air Algérie. Ces soldats burkinabés, les premiers à découvrir les restes de l'avion, sont stupéfaits de ne pas retrouver la carlingue qui a en fait été pulvérisée. Aucune pièce majeure de l'avion n'est visible. Tout juste reconnaît-on ici un morceau de porte, grâce à cette inscription en anglais, « Tirez la poignée pour sortir ». Ou un peu plus loin, un bout de la gouverne de l'avion. Les débris sont concentrés sur une surface d'environ 300 mètres sur 300 mètres. Ils sont nombreux. Ils sont dans une zone de savane et de sable dont l'accès est très difficile, en particulier à la saison des pluies. La zone en question se situe dans la région de Gossi, au sud de Gao, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Sur ces images, il n'y a ni siège, ni effet personnel, ni la moindre trace de présence humaine. Une partie des débris est enfouie, ce qui tendrait à expliquer que l'avion s'est écrasé à pic, à une vitesse élevée. L'armée française sécurise depuis cette nuit ce périmètre, comme le montre cette photo. Au moins 120 soldats sont déployés sur le terrain, au milieu de ces décombres, dans lesquels l'une des deux boîtes noires a d'ores et déjà été retrouvée. Le chef de l'État adresse un message de félicitations à la présidente de la République du Libéria, Madame Ellen Johnson Sirleaf, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de ce pays. Le président de la République écrit ce qui suit. Madame la présidente et chère sœur, au moment où le peuple libérien s'apprête à commémorer sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Il me plaît tout particulièrement de saisir l'heureuse opportunité qu'offre ce jour solennel pour votre pays, pour souhaiter à vous-même et à votre famille mes vœux ardents de santé et de bonheur, ainsi que ceux de paix et de prospérité continue pour le peuple frère libérien. Je reste également convaincu que nos efforts conjugués contribueront sans nul doute au renforcement des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent si heureusement entre nos deux pays, ainsi qu'à la promotion de la paix, gage d'une intégration harmonieuse et du développement de notre sous-région. Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente et chers sœurs, les assurances de ma très haute considération. C'est signé Fort Essos Mnanya Singbe, président de la République togolaise. Le gouvernement togolais s'est engagé à améliorer sensiblement l'environnement des affaires et créer les conditions favorables à l'éclosion de l'initiative privée et au développement du secteur privé. Eh bien, la voie est de nouveau balisée avec le démarrage de ce jour de la phase pilote du guichet unique du commerce extérieur au Togo, un outil fondamental dans le développement du commerce extérieur et l'amélioration de la croissance économique. Et le Premier ministre, Oumezoulou, a marqué de sa présence la cérémonie de lancement. Et Soham Théoutéou. Guichet unique pour le commerce extérieur, un rêve devenu réalité. Le projet date de 2004 et fait partie des réformes devant permettre la croissance économique du Togo. Aujourd'hui, c'est chose faite et cette innovation vient concrétiser la volonté du chef de l'État Fonia Singbe de capitaliser
la position géographique du Togo et de faire du secteur privé un moteur de développement économique. La finalisation du projet de guichet unique et son lancement ce jour par le Premier ministre Artem Silabodi Ahoumézounou comble les attentes des opérateurs économiques et du gouvernement. Aujourd'hui, on ne peut que se féliciter d'avoir pu lancer au moins la phase maritime. Avec la position stratégique de notre port, on avait un avantage et la mise en place de ce guichet unique donne encore plus de facilité non seulement à nos opérateurs économiques, mais aussi aux opérateurs économiques de la sous-région. C'est une très belle initiative qui a été lancée par le gouvernement togolais, qu'on attendait, nous, consignataires, depuis de nombreuses années pour une bonne et simple raison, c'est déjà une fluidité des échanges et une rapidité en termes de sortie des marchandises du port autonome de Lomé, qui est déjà aujourd'hui, comme vous le savez tous, un port axé sur les marchandises en transit. Et donc cette rapidité va permettre au port de Lomé encore d'accroître sa compétitivité et de prendre de plus en plus de parts de marché sur les ports de la sous-région. Le Togo, qui disposera très prochainement du 3e quai en eau profonde, est de plus en plus attrayant pour les investisseurs très regardants sur les facteurs favorisant la prospérité des affaires dans un pays. Le guichet unique pour le commerce extérieur va permettre la centralisation des informations, la célérité dans les transactions, la diminution des coûts et l'élimination des faux frais. Pour la pérennisation d'une telle initiative, le chef du gouvernement appelle à l'implication de tous. La mise en place de ce système a pour objectif de rendre compétitif l'économie togolaise, d'améliorer l'efficacité des procédures de dédouanement tout en apportant des solutions innovantes pour sécuriser, automatiser et optimiser les activités de la communauté du commerce extérieur. Le guichet unique est un système performant de facilitation du commerce, un outil de gestion qui fonctionne dans un environnement simplifié et sécurisé à chaque étape de la chaîne logistique. Notre pays répond à cette exigence de départ grâce à l'effort de tous. La cérémonie de ce matin étant la première phase, pilote et port maritime, 2 autres phases seront effectuées en 2015 et ainsi le guichet unique couvrira tout le territoire national. De janvier à avril 2015, le guichet unique connaîtra la phase pilote aux postes frontières terrestres et sa généralisation de mai à juin 2015. De juillet à octobre 2015, la réforme concernera la phase pilote aux frontières aériennes et sa généralisation d'octobre à décembre 2015. Il est aussi acquis que parmi les facteurs clés de réussite du guichet unique figure l'implication effective des acteurs publics. Je puis d'ores et déjà vous garantir que tout est mis en œuvre pour que cette participation ne soit pas vécue comme un obstacle par les opérateurs économiques et les investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Comme vous le voyez, le gouvernement a fait et continue de faire des efforts pour améliorer le climat des affaires dans le champ de vision de la relance économique du président de la République. Je voudrais donc, du haut de cette tribune, vous réitérer solennellement que l'aventure ne fait que commencer. Vous avez un rôle à y jouer, mais vous avez également une responsabilité sociale à assumer. Le secteur privé a le vent en poupe au Togo eu égard aux nombreuses initiatives prises pour l'amélioration du climat des affaires. On peut citer, entre autres, le guichet unique pour la création des entreprises, l'adoption des textes législatifs visant plus de transparence dans la gestion des marchés publics et la création de l'Office togolais des recettes. La mise en place et l'exploitation du système d'information du guichet unique a été confiée au consortium Bureau Veritas. Ce concessionnaire a créé depuis le 20 février 2014 la société d'exploitation du guichet unique du commerce extérieur, Segus Togo, visité par le Premier ministre et plusieurs personnalités. Le guichet unique du commerce extérieur au Togo va donner au système économique et commercial un nouvel élan. Il va le rendre plus efficace et lui faire jouer pleinement son rôle d'appui au développement du pays. Comment fonctionne ce guichet et quelles sont les options qu'il offre aux opérateurs économiques? Voyons tout cela avec prudence et soin. En une semaine au maximum, les opérateurs économiques pourront désormais effectuer leurs formalités liées au transit, au transbordement et au dédouanement des marchandises. C'est un système innovant qui est possible grâce à la mise en place du guichet unique pour le commerce extérieur au port autonome de Lomé.
un nouvel outil de travail qui demeure aujourd'hui incontournable dans la facilitation du commerce extérieur. C'est une plateforme dématérialisée accessible 24 heures sur 24 par Internet ou par réseau privé qui relie tous les acteurs intervenant dans les opérations du commerce international. Chaque conteneur ensuite, qui sont débarqués au port de Lomé, sont saisis dans le guichet unique. Ce sont les vues à quai. Et ensuite, les déclarants en douane, les transitaires, peuvent saisir leur déclaration et puis finaliser toutes les informations dans le guichet unique. Chacune des structures émettrices va alors émettre, ça c'est dans la prochaine étape, une facture. Cette facture sera centralisée dans un document de frais unique. Voilà. Alors ensuite, une fois que les autres étapes sont validées par les différents acteurs, le manutentionnaire, le consignataire, le transitaire, le port aussi, une fois qu'il aura vu le conteneur, le saisira dans le guichet unique, de la même manière que la douane. Et ensuite, une fois que les factures de chacune de ces structures émettrices seront payées dans le guichet unique, il y aura alors une action de la banque qui va dire le camion peut rentrer dans le port et sortir la marchandise. Ce dispositif vient améliorer davantage le climat des affaires au Togo. Le guichet unique portuaire offre donc une kyrielle d'avantages aux opérateurs économiques, notamment la simplification des procédures et formalités pour l'entrée, la sortie et le transit des marchandises, l'instauration d'un environnement favorable à la compétitivité des entreprises, la réduction des coûts et délais de réalisation des opérations commerciales font également partie des innovations. Qui dit rapidité, fluidité, dit gain de temps. Et qui dit gain de temps, dit gain de sous. Time is money. Par l'installation de ce guichet unique, les contacts humains sont de plus en plus évités. Il n'y a pas de contact humain, il n'y aura plus même de fraude. Le projet ne s'arrêtera pas seulement au domaine portuaire. Il est prévu en 2015 une phase pilote aux postes frontières terrestres ainsi qu'aux frontières aériennes. Lentement mais sûrement, le Togo est en train de tracer le chemin pour son émergence. Et pour cette émergence, la contribution de toutes les composantes de la société civile togolaise reste de mise. Ce matin, le ministère chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques a initié une rencontre avec les professionnels des médias pour échanger sur le rôle qui revient aux journalistes dans la mise en œuvre du projet Togo Vision 2030. Firmé à Dinare. Le Togo s'est résolument engagé dans une dynamique de développement qui appelle à la conception et à la planification des stratégies d'intervention de l'État dans tous les secteurs d'activité. Pour atteindre les objectifs fixés, il faut la participation de toutes les couches sociales. Le projet Vision Togo 2030 s'inscrit donc dans cette dynamique en impliquant les professionnels des médias et ceci pour une réelle contribution dans la coordination et la mise en œuvre du projet Vision Togo 2030. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'abord expliquer tout ce qu'il y a comme enjeu autour de la prospective et de la vision Togo 2030 et ensuite décliner sur la base de 4 éléments. Alors, ces 4 éléments sont les enjeux socioculturels de la vision, les enjeux en matière de politique et de gouvernance, les enjeux en matière de développement humain durable et enfin les enjeux économiques et technologiques. Et donc nous allons échanger avec les médias sur chacun de ces 4 aspects afin d'avoir d'une part une compréhension commune mais surtout de recueillir l'avis des médias, des journalistes sur ce que devrait être le processus. Les enjeux et les défis de l'élaboration de la vision Togo 2030, c'est le thème qui a fait l'objet des débats au cours de la rencontre. Les professionnels des médias doivent donc s'approprier les grands axes du projet. Parce qu'il faut que rapidement, ce soit comme une campagne de communication. Il faut que nous, les journalistes, nous les gens de la communication, nous l'accompagnions dans cette campagne de communication pour que l'ensemble des citoyens togolais puissent s'approprier la vision du chef de l'État, la vision du gouvernement, quelle que soit notre idéologie politique, quelles que soient nos convictions religieuses.
que nous puissions nous approprier cette vision pour le bonheur de chaque Togolais. L'élaboration du document Vision Togo 2030 constitue un cadre fédérateur des différentes actions et stratégies de développement du Togo pour les années à venir. Le chantier des réformes au Togo est vaste, tout un ambitieux programme élaboré et mis en œuvre par le gouvernement et qui suscite l'admiration des partenaires au développement. Et le Togo est loin de s'arrêter. Prochaine cible, le Millennium Challenge Account. Les progrès réalisés par l'État togolais ont été salués lors de la visite aux États-Unis d'Amérique de la cellule de coordination du Millennium Challenge Account au Togo. Ce matin, cette cellule a rencontré les acteurs au développement pour faire le point des activités et partager avec eux les conclusions de la mission effectuée aux États-Unis. Carmen Madiakapou. Le Togo maximise ses chances pour être éligible au Millennium Challenge Account MCA. Un programme soutenu par le Congrès américain qui guidera le pays à lutter plus efficacement contre la pauvreté. Des avancées significatives sont déjà réalisées sur divers plans. La cellule de coordination a donc rencontré au cours de ce mois l'agence du Millennium Challenge Corporation MCC aux États-Unis pour faire le point des réformes mises en œuvre et de la situation du Togo au niveau de chaque indicateur de bonne gouvernance. Le rapport qui en est issu est ici partagé avec les partenaires en développement et les comités sectoriels du MCC. Et le MCC ne vient pas lui-même collecter des informations. Le MCC passe par des institutions partenaires. Certaines de ces institutions font des rapports tous les ans, d'autres font des rapports à un rythme de 2 ou 3 ans. Donc il y a parfois un décalage entre ce qui est fait chez nous et leur prise en compte par ces institutions. Et le but pour nous, cellules, c'est que même lorsque les institutions ne font pas leur rapport, nous rassurer qu'au moins le MCC est informé à temps de ce qui se fait. Selon le rapport 2014 du Doing Business, par exemple, le Togo fait partie des 20 économies au monde qui ont plus réformé la réglementation des affaires depuis 2009. Des indices qui pourraient favoriser son éligibilité. Ne serait-ce que la volonté exprimée de bien faire des signes positifs que nous avançons dans la bonne direction. Chaque année, le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation se réunit pour sélectionner les pays éligibles et émettre à leur profit une proposition d'aide du Millennium Challenge Account MCA. L'intérêt pour le Togo d'adhérer au MCA est de mobiliser davantage de ressources pour relever les défis de bonne gouvernance et accélérer son processus de développement. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité du son de ce sujet. Sur un tout autre plan, après les mesures prises par le gouvernement pour réduire les accidents de la route et la décision du chef de l'État de faire de l'année 2014 une année de sécurité routière, les différents acteurs se sont retrouvés ce jour pour faire le bilan et définir de nouvelles règles pour réduire considérablement le taux des accidents de la route. Rachel Aouko. Entre le 1er janvier et le 30 avril 2014, le tableau de la situation des accidents de la circulation reste lamentable. 3 608 accidents, 316 morts et 4 059 blessés. Des chiffres qui ne laissent pas indifférent le gouvernement et bien d'autres acteurs impliqués dans les transports routiers en vue de réduire considérablement le drame sur les routes. Aujourd'hui, les résultats des actions menées ça et là sont bien visibles. De mai à fin juillet, 1158 accidents, 74 morts et 219 blessés ont été enregistrés. On est passé de 902 cas d'accidents à 391, 219 à 24 morts et de 1015 à 73 blessés par mois. C'est une satisfaction, mais il y a encore des choses à faire, puisqu'il y a des rapports qui ont été déposés au niveau des ministères. S'il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés, le transporteur il gagne. Puisque nous sommes aussi une entreprise de transport, nous devons survivre, nous devons maintenir nos véhicules en état pour pouvoir gagner de l'argent.
Pour en arriver là, il a fallu une franche collaboration entre le gouvernement et les syndicats, des relations qui vont s'intensifier davantage pour le bien des usagers de la route. Aujourd'hui, nos partenaires, les transporteurs, ont relevé un certain nombre de problèmes qui entravent la bonne marche de leur activité. Nous en avons pris note, nous évaluerons ce qu'il est possible de faire sans perdre de vue que l'attention doit être permanente, la vigilance, les mesures que le gouvernement a prises doivent se poursuivre. L'effort qui est en train d'être fait doit se poursuivre pour que d'ici la fin de l'année, que vraiment on n'ait plus peur de prendre un véhicule sur une route togolaise. Les acteurs s'engagent à une concertation permanente afin d'atteindre de meilleurs résultats. Et nous avons constaté une nette amélioration sur la sécurité routière. Il y a un effort collectif qui a été fait de tous les côtés. Et partant de cette réunion, nous nous sommes dit qu'il faut encore chercher à aller loin. Nous pouvons avoir des résultats beaucoup plus intéressants que ce que nous avons aujourd'hui. Parmi les mesures prises, on peut citer l'interdiction de circuler entre 18h30 et 5h pour les gros véhicules, le port du casque et de la ceinture de sécurité, le respect des feux tricolores. Les usagers devront s'y conformer pour préserver leur vie et celle des autres. De son côté, l'ONG internationale Plan Togo, qui s'illustre dans le bien-être de la mère et de l'enfant, est en section nationale de restitution des résultats de la revue annuelle de ses programmes pour le compte de l'année fiscale 2014. Une session bilan qui va permettre aux différents acteurs de réfléchir sur les progrès réalisés dans les 73 cantons partenaires de Plan Togo. Une rencontre ouverte par la ministre Victoire Dobé en charge du développement à la base, Arnaud Kiliou. L'ONG internationale Plan Togo, dont les actions sont centrées sur le bien-être de l'enfant partout dans le monde, est présente au Togo, dans les régions centrales et plateaux. Les programmes en cours concernent le droit à la sécurité économique des ménages, à la survie, à l'éducation, le droit à la protection, la résilience et l'assistance en cas d'urgence. Les acteurs évaluent donc le niveau de réalisation de ces actions durant l'année fiscale qui s'étend du 1er juillet 2013 au 30 juillet 2014. L'objectif du programme Sécurité économique des ménages, c'est assurer que toutes les familles ont un minimum vital pour faire face aux besoins socio-économiques de leur ménage. Le second programme, Droit à la survie, est essentiellement focalisé sur la santé de la mère et de l'enfant. Et le troisième, essentiellement sur la qualité de l'éducation et l'éducation pour tous les enfants. Et le quatrième, essentiellement, est à la protection de l'enfant, donc assurer que tous les enfants ont les mêmes droits, jouissent des mêmes devoirs et droits. Maintenant, le dernier, c'est la préparation des risques de catastrophe, préparer les gens à être prêts à faire face aux situations de catastrophe. Tous les programmes ont atteint leur but, avec parfois dépassement par rapport à ce qui a été planifié. Plan Togo est l'un des partenaires privilégiés du ministère du Développement à la base. Ces programmes s'intègrent pleinement dans les politiques et stratégies du ministère. L'éducation, la santé, l'équité genre, la lutte contre la traite des enfants, le handicap sont pris en compte dans les projets pour accompagner l'État, surtout dans une démarche communautaire. En matière d'éducation, les efforts ont permis d'accroître l'accès à l'école à travers la construction de bâtiments scolaires, de forages et ouvrages d'assainissement et également la sensibilisation. Néanmoins, de nombreux défis restent à relever, notamment pour améliorer le taux de parité en milieu secondaire qui reste aujourd'hui défavorable aux filles. Il est donc essentiel de poursuivre les sensibilisations pour lever les freins socio-culturels qui empêchent le maintien de la fille au secondaire et dans les filières scientifiques et technologiques. Je voudrais également exprimer ma satisfaction sur le programme mis en œuvre par Plan et qui vise à améliorer la sécurité économique des ménages. Ce programme est capital car il vise l'autonomisation des femmes par la création d'activités génératrices de revenus, permettant ainsi de jouir de leurs droits à l'inclusion financière
à travers des groupes villageois d'épargne et de crédit. La rencontre permettra également de partager les changements observés au bout de 4 ans de mise en œuvre du plan stratégique et d'améliorer les prestations pour l'année fiscale 2015. Se porte à croire qu'ils ont désormais les outils appropriés pour définir des stratégies de planification et de la gestion axée sur les résultats. Il s'agit ici des directeurs et chefs de services de la communication appelés à donner un meilleur rendement dans leurs services respectifs. Nathalie Kwaneke. Identifier les différentes étapes du processus de la planification stratégique, montrer l'intérêt de cette planification et de la gestion axée sur les résultats GAR, ce sont là quelques-uns des objectifs visés par la rencontre des directeurs et chefs services de la communication ouverte mardi. Les échanges ont été sanctionnés par des attestations. Il n'y a pas de développement sans planification. Alors il faut planifier les ressources humaines, il faut planifier les ressources financières, il faut planifier les ressources matérielles. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des limites au niveau des ressources, mais les formateurs nous disent, et nous avons su, nous l'avons découvert, qu'avec le peu de moyens, lorsque une utilisation judicieuse, rigoureuse en est faite, on peut réaliser de grandes choses.